BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, aux alentours de 16h35, notre club, les meilleurs experts crypto, se succèdent sur le plateau de BFM Business. Cyril Paglino, bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Shift Capital, ce fonds dédié aux cryptos. Vous nous direz quels sont vos chevaux de bataille pour la suite, les secteurs, les thématiques d'investissement qui vous inspirent. Pauline Armandé, bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Comme chaque lundi, c'est le D-Day, la newsletter à 18h. Chaque lundi, cette newsletter gratuite, accessible, chacun peut s'abonner. Il n'est pas trop tard, Pauline. Ah oui, on peut s'abonner. Voilà. C'est ouvert, c'est open bar. Allez-y, n'hésitez pas. Et donc à 18h, vous recevrez cette newsletter gratuite de BFM Crypto. Vincent Bois nous accompagne aussi depuis IG. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravis Vincent de vous retrouver en direct. Comment vont les cryptos? Quels signaux nous envoie l'électrocardiogramme du Bitcoin? On est toujours sous les 20 000, 19 324 à l'instant. Toujours sous les 20 000 en effet. Le marché continue d'hésiter finalement, une légère correction qu'on a pu voir en fin de semaine, on en parlait, mais pas d'accélération baissière. Et donc des marchés qui pourraient rester hésitants. On voit la volatilité qui est en train de baisser une nouvelle fois après un week-end assez morose finalement. Et le marché des crypto-monnaies, ou en tout cas le Bitcoin, pourrait attendre les données qu'on attend en fin de semaine, l'inflation ou encore les minutes de la Fed, pour donner une direction sur les marchés traditionnels ou sur les crypto-monnaies. Donc on attend toujours tout de même le scénario baissier et privilégié vers un nouveau plus bas annuel, mais d'ici peut-être un catalyseur, eh bien on pourrait rester dans un range, on verra en fin de semaine. Les niveaux que l'on va surveiller, toujours si on a ce rebond, peut-être mercredi ou jeudi, eh bien on peut aller chercher toujours ces niveaux 20 500, 20 700. Voire les 21 000 $ qui représentent un niveau technique important. Mais attention, toujours un scénario plutôt baissier et donc une accélération sous les 18 800 si on casse ce niveau. Du côté de l'Ether, quels sont les seuils techniques à suivre de votre point de vue, Vincent ? Alors de la même façon, sur les termes, hésitation actuellement, et on est toujours dans ce range, 1400 $, 1250 $ actuellement, et donc on va surveiller justement en cas de rebond, peut-être pour les mêmes raisons que le Bitcoin, les 1420 $, 1400 $, mais de la même façon, attention au risque baissier sous les 1250, 1230, eh bien on peut aller chercher le niveau psychologique à nouveau des 1000 $. Merci beaucoup Vincent Bois en direct avec nous depuis IG, et on va voir à quel rythme bat le pouls de cet écosystème. Pauline d'ailleurs, pour tous ceux qui ont suivi ou subi la saga Mangox, eh bien c'est la fin du suspense. La plateforme d'échange japonaise Mangox, en faillite depuis 2014 et qui doit rendre quand même 141 000 bitcoins à ses anciens clients, eh bien cette plateforme a annoncé que ses clients ont jusqu'au 10 janvier prochain, 10 janvier 2023, pour enfin choisir une méthode de remboursement de leurs fonds. Oui, c'est effectivement une date qui était très attendue par les anciens clients de MTGOX, parce qu'à partir de cette date, donc jusqu'au 10 janvier, les clients pourront choisir les modalités de remboursement de leurs fonds, notamment des crypto-monnaies qui ont disparu depuis la faillite de MTGOX. Alors, ils vont devoir faire plusieurs choix. Déjà, ils vont choisir s'ils veulent souhaiter être remboursés soit en crypto-monnaie, soit en monnaie fiat. Et ça peut aussi se faire par différents biais. Soit ils peuvent choisir un remboursement via virement bancaire, soit par un fournisseur de services de transfert de fonds, c'est ce que dit la plateforme, soit par un exchange, donc une bourse de crypto-monnaie. À ce sujet, il y a la bourse de crypto-monnaie Bitstamp qui a indiqué qu'elle serait impliquée dans ce processus de réhabilitation. Elle se dit d'ailleurs très heureuse dans un communiqué de presse. Et selon nos informations, selon un document qui est un peu plus lourd, qui a été publié par la plateforme et qu'on a pu consulter, il y a d'autres plateformes qui seront concernées par cette procédure, Kraken notamment, Bitbank ou encore BitGo. En revanche, ce que le document de MTGOX ne précise pas, c'est la date à partir de laquelle les clients pourront être remboursés. C'est dommage. Voilà. Ils rentrent encore dans ce processus de remboursement. Ils ont jusqu'au 10 janvier. Par contre, la date officielle, on ne sait pas encore. Courant 2023, il y a des rumeurs autour du printemps 2023, mais bon, ça peut encore durer un petit moment. Donc MTGOX ou Mangox, il y a deux façons de le prononcer. MTGOX
nous explique à ses anciens clients comment récupérer leurs fonds. Et vous les avez contactés. Alors, pas tous. Vous avez contacté certains des anciens clients de MTGOX. Comment souhaitent-ils, du coup, récupérer leurs fonds? Alors, j'ai contacté surtout quelques clients français, évidemment, parce que comme MTGOX était une plateforme reconnue au niveau international, il y avait un peu toutes les nationalités qui sont concernées, et notamment des Français. En fait, il y a un vrai dilemme pour les clients, parce qu'au-delà des modalités crypto, fiat ou encore d'un virement bancaire ou d'une plateforme, ce qu'ils doivent aussi choisir, c'est la temporalité avec laquelle ils doivent être remboursés, et soit ils peuvent procéder à un paiement dit anticipé, c'est-à-dire qu'en gros ils peuvent être assurés de récupérer 21% de leurs fonds tout de suite, donc de manière immédiate. Soit ils peuvent choisir une autre option, c'est le final repayment. Là, ils auront un peu moins que 21% des fonds qui ont disparu, mais le reste, par contre, ils l'auront un peu plus tard. Et donc, c'est un peu le dilemme. Soit on a 21% tout de suite, soit on attend quelques mois ou quelques années plus tard dans l'espoir d'avoir un peu plus. Et donc, par exemple, j'en ai parlé avec un client français qui doit récupérer en gros 1,5 bitcoin. C'est pas mal. Donc, c'est déjà pas mal. Surtout qu'à l'époque... oui, c'est ça. Au cours de l'époque. Au cours de l'époque, ce qui a permis d'avoir beaucoup plus, en tout cas, de valeur en 2022. Donc, lui, il ne sait pas encore vraiment se prononcer sur le paiement direct ou alors plus tard. En revanche, il sait qu'il voudra récupérer ça en crypto, parce qu'il me dit qu'en gros, ce qui est compliqué, c'est qu'il ne sait pas comment déclarer ça au niveau des impôts français. Donc, ça faciliterait s'il peut obtenir ça en crypto-monnaie, et que, en tant que Bitcoin Maxi, il espère que le Bitcoin sera évidemment plus haut au moment où il récupérera son dû. Ah oui, donc il est un peu embêté, il ne sait pas comment déclarer ça, et il se dit, comme le Bitcoin, à ses yeux en tout cas, va repartir à la hausse, il y croit en tout cas. Oui, c'est ça, il a envie d'attendre un peu avant de récupérer cette mise, quoi. 1,5 Bitcoin qu'il doit récupérer. Vous nous disiez, il n'y a pas de date. MTGOX ne s'engage sur aucune date. Il y en a une quand même, le 10 janvier. Dernière étape, en tout cas, le 10 janvier, ce sera cette date, la dernière étape dans la procédure de remboursement des clients. Oui, alors c'est une date qui est importante, mais en termes de remboursement, c'est vrai que les clients se sont lancés dans une procédure depuis de nombreuses années pour pouvoir en fait récupérer leurs fonds. Juste pour rappel, en fait, en 2014, la plateforme avait fait faillite parce qu'elle avait subi un piratage et s'était fait voler à l'époque 750 000 bitcoins. C'était l'équivalent de quand même 440 millions de dollars, donc c'était une somme vraiment importante à cette époque. Un mois plus tard, elle met la clé sous la porte parce que, difficultés financières suite à ce piratage. Et suite à ça, les clients n'avaient pas eu de nouvelles de leurs fonds jusqu'en 2018, où la plateforme ouvre une procédure en fait de réhabilitation des fonds avec la possibilité de faire une demande en ligne de restitution. Et donc, suite à cette date, il y a certains clients qui se sont lancés dans une procédure. C'est long parce que MTGOX, c'est une plateforme qui est japonaise. Donc, il faut pouvoir lire des documents en japonais ou en anglais. Enfin, voilà. La procédure, évidemment, est longue. Vous faites partie des happy few qui y parviennent, mais pas les donner à tout le monde. Voilà. Assez compliqué. À partir du mois de novembre 2021, les clients ont quelques nouvelles. Ils savent qu'elle doit rendre 141 000 bitcoins. Et tout récemment, en fait, au mois de juillet, là, MTGOX présente des modalités de remboursement en crypto ou en fiat. Mais les clients attendaient cette date à partir de laquelle ils pouvaient se faire rembourser. Et c'est donc depuis aujourd'hui qu'on sait que c'est à partir jusqu'au 10 janvier. Et un nombre record donc de gens vont se mettre au japonais, apprendre le japonais pour faire avancer. Comme vous, Pauline, vous vous y êtes déjà mise il y a un certain temps. Voilà. On sait qu'il y a à peu près 23 000 clients qui sont concernés, donc c'est quand même pas mal. En effet, MTGOX, qu'est-ce que ça vous inspire là, ce que vous dit Le premier gros scandale crypto est relié au Bitcoin en 2014-2015. Moi, à l'époque, j'utilisais Local Bitcoin, qui est un concurrent français pour le coup. Mais effectivement, il y a des documentaires dessus, il y a 2 films dessus qui sont assez intéressants à regarder. Et c'est créé par un Français au Japon, c'était Marc Karpeles, le fondateur du moins qui a racheté la plateforme avant de la lancer, parce qu'à l'époque, c'était un site d'échange de cartes Magic, MTGOX. Donc c'était une plateforme d'échange de cartes Magic. Ils ont juste changé l'asset qu'on échangeait, et à la place des cartes Magic, ils ont mis des bitcoins. Et quand je dis il, c'est Marc Karpeles, ce Français fondateur.
qui était ensuite en prison au Japon. C'est toute une histoire un peu rocambolesque à regarder, qui est assez intéressante. Mais effectivement, ça m'évoque ça. Moi, j'ai pas été client du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui, à l'époque, utilisaient Mt. Gox, à cette période, donc 2012-2014, c'était plutôt des gros montants. Alors là, le français, vous parliez de 1,5 Bitcoin. Ouais, c'est ce qui lui restait. Les gens que je connais via les cercles d'amis avaient plutôt des centaines de Bitcoin à l'époque dessus, parce que la valeur de Bitcoin en 2014, c'était entre 100 et 300 $. Donc, les gens qui en avaient à l'époque étaient au courant du sujet, plutôt confidents envers Bitcoin, et on avait beaucoup. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup d'argent avec cette solution. Et qui se demandent probablement comment tout ça sera derrière fiscalisé. Bon. Alors en France, il y a des sujets. Waltio, une boîte française qui est le leader français pour déclarer ses plus-values fiscales en crypto. Il y en a plein, et on peut se renseigner, mais c'est pas évident, je suis d'accord, mais Waltio il fait un beau boulot là-dessus. Voilà. Ouais. Bon, Cyril Paglino nous accompagne aujourd'hui, Shift Capital, The Shift Capital, vous nous accompagnez, vous investissez régulièrement dans cet univers crypto dans lequel vous croyez dur comme fer, le développement des blockchains, du Web3. On va évoquer aujourd'hui un secteur qui, à vos yeux, sera l'un des grands secteurs en croissance dont on va beaucoup parler l'an prochain en 2023. L'identité, la thématique de l'identité sur le web. Cette thématique appelée aussi DID. Ouais, Decentralized Identity, donc DID aux US, mais en France, identité décentralisée. On sait depuis des années maintenant que c'est un gros problème sur Internet. Il y a des milliards de comptes Facebook, je crois que c'est 3 milliards de comptes Facebook par an qui sont supprimés parce que ce sont des bots. On sait qu'Elon Musk n'a pas racheté, ou en tout cas, en ce moment, ça traîne encore, le deal avec Twitter, parce qu'il y avait trop de bots à son goût, que les chiffres officiels de Twitter n'étaient pas les bons. Donc l'identité sur Internet, ça laisse place aux arnaques, aux scams et à tout ce qu'on connaît depuis maintenant 25 ans. Et sur les blockchains, d'autant plus vrai et présent. Et donc, il y a pas mal de boîtes qui se lancent, ou de protocoles qui se lancent sur ces sujets-là. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a parlé récemment, il y a quelques mois, d'un projet intéressant qui s'appelle du coup Soulbound, donc Soulbound Token, qui serait l'idée d'avoir un token qui serait une forme de NFT attaché à votre wallet, donc il ne vous quitte jamais. Et en fait, dedans, on peut encapsuler plein d'informations vérifiables, comme votre permis de conduire, votre passeport, le fait que vous avez ce diplôme-là, que vous avez votre bac, que vous êtes allé à cette université, etc., etc. Et à quoi ça servirait? Ça sert à se loguer à des sites, soit des services. Dès qu'on va pouvoir vouloir avoir accès à un service d'assurance, de crédit bancaire, même de Netflix du futur, de consulter un contenu, on va juste s'identifier sans donner à la plateforme toutes nos infos. La plateforme n'a pas besoin de savoir que je m'appelle comme ça, ou que j'ai cet âge-là, ou que j'ai ce type de data, mais juste de savoir que je rentre dans ces critères. L'exemple du buraliste, par exemple, si vous achetez des cigarettes, on a besoin de savoir que vous avez plus de 18 ans, mais on s'en fout, vous avez 35 ou 55 ans à la fin. C'est un peu ça l'idée, et donc ça c'est la première initiative effectivement de Vitalik Buterin qui est assez intéressante. Et il y en a d'autres, d'autres plateformes qui se rajoutent au-dessus de ça, qui font de la réputation, des credit scores digitaux. En gros, c'est un algorithme qui va voir que ce wallet, cette adresse, a ce type d'activité, et que donc elle paie bien ses services en temps en heure, elle rembourse ses prêts, elle est un bon citoyen en ligne, et donc on a un credit score infalsifiable qui est attaché à une adresse. Et de façon empirique, plus on avance, plus elle a de la valeur, parce qu'elle a de la mémoire empirique. Et donc, on n'a pas intérêt à être un mauvais client sur un site ou faire une transaction frauduleuse. Et donc, ça crée de la réputation, ça crée du score, un peu comme une note Airbnb ou une note eBay. Et ça crée aussi les moyens d'un contrôle. Exactement. Un contrôle des gens, quand même. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ça apporte une solution ou ça crée un nouveau problème, à votre avis? Non, alors, pour le coup, c'est vraiment une solution parce qu'elle est décentralisée. Donc, si on ne veut pas souscrire au service, on ne plaît pas au service. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous utilisiez un Facebook Connect depuis des années, vous cliquez sur Facebook Connect pour vous loguer à un site, et le site avait d'un coup le nombre de data que vous lui donniez. Là, c'est vraiment vous qui décidez à quel moment vous voulez en donner et ce que vous voulez donner. Et donc, le moins possible, évidemment, pour avoir accès à un type de service A ou B. Donc ça c'est intéressant. C'est une brique aujourd'hui encore manquante dans le Web3, c'est une brique importante qui va donc arriver, vous le disiez, les Soulbound Tokens, des NFT qui portent notre identité. Exactement. C'est pour quand ça? C'est pour 2000. Ça existe déjà un petit peu? Vitalik Buterin en a parlé en disant que ça allait arriver, les premiers frameworks techniques allaient arriver en fin d'année. Les timelines d'Ethereum sont toujours un petit peu faussées, donc ça peut être l'an prochain, comme ça peut être dans 18 mois. Mais en tout cas, c'est sur la roadmap de l'équipe d'Ethereum, qui est connue pour délivrer, mais avec un peu de retard, évidemment. C'est des sujets qui sont compliqués, ça demande beaucoup de travail, donc ça peut être dans 6 mois comme dans 18, mais en tout cas, c'est sur la roadmap d'Ethereum, et donc c'est d'un coup très présent dans le monde crypto aujourd'hui. Et cette thématique, pour vous, elle est suffisamment prometteuse, porteuse, elle ouvre suffisamment de solutions aux problèmes, au manquement d'aujourd'hui, pour choisir d'y investir, d'y placer de l'argent, vous-même chez Shift Capital, vous accompagnez cette thématique? Ouais, complètement. On a fait un investissement dans Idena. Donc Idena, c'est un
protocole de Layer 1, donc un concurrent de Polkadot, Ethereum, Solana, toutes les grosses cryptos qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des plateformes décentralisées sur lesquelles on peut créer des applications. Donc les développeurs peuvent se plugger à ces plateformes pour créer des applications. Idena solve le problème de Sibyl, qui est en gros le problème de l'identité sur Internet, dans le sens où je peux créer plein d'emails, donc je peux avoir plein d'identités, et puis voter plein de fois sur un site, me faire passer pour un tel, etc. etc. Oui. Là, avec Idena, en fait, ils ont créé ce Proof of Humanity concept, qui est de dire que si j'ai un ordinateur et que je suis sur cette adresse-là, je ne peux être qu'un seul humain. Et je ne peux pas avoir plusieurs adresses. Ils ont un système assez malin pour le vérifier, qui est du coup très novateur. Ils ont plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs maintenant. La plateforme est très sécurisée, elle avance bien. Et c'est une des thématiques dans lesquelles on a effectivement investi récemment. Ouais. Comment est-ce qu'ils font ? Comment ça fonctionne justement pour déterminer si un compte ou une adresse correspond bien à un seul humain ? Alors, parce que c'est la grande promesse d'Idena, justement. Exactement, ouais. C'est un peu comme le système de CAPTCHA, quand on se connecte à sa boîte Gmail, on a des CAPTCHA à remplir. Là, c'est pareil, ça va être une cérémonie qui va être bimensuelle, de quelques minutes, où tous les users doivent se connecter pour répondre à une série d'énigmes. Ça prend quelques minutes, hein, c'est très rapide, mais qui sont extrêmement simples pour n'importe quel humain, mais compliqué pour une AI. Donc on ne peut pas la frauduler. Ça va être par exemple 4 images, un chat, un verre d'eau, une éponge et un verre cassé. Le robot ou l'AI, il va pas savoir la mettre dans l'ordre, l'histoire. Qu'est-ce qui arrive avant ? L'humain va comprendre que le verre d'eau a été renversé par le chat et que du coup l'éponge sert. Et donc en mettant les images dans le bon sens, on prouve qu'on est un humain. Ça dure 30 secondes par question, donc on peut pas faire non plus 2 comptes en même temps, on peut faire qu'un seul compte en même temps parce que ça demande un certain focus du cerveau. Et donc on peut du coup prouver qu'un utilisateur est bien un humain derrière, donc une machine, une adresse, un humain. Et donc du coup il y a plus problème d'avoir plein de comptes et de pouvoir voter sur le protocole et d'avoir plus de poids de vote par exemple. Ça s'appelle Idena ? Idena, ouais. Layer. C'est un Layer 1. Ouais, d'accord. Ouais. Et vous investissez dedans, c'est ça ? Nous, ça fait déjà 1 an qu'on est sur le projet, qu'on investit. On fait 25 projets par an en investissement. Donc, c'est un de ceux qu'on a financé récemment. Il y en a d'autres sur la thématique, mais celui-ci est un des plus prometteurs à l'autre sens. Ouais. Bon, c'est aussi la question de l'anonymat qui est posée. Pauline, là-dessus, ça pose... Enfin, voilà, ces nouvelles solutions apportent aussi avec elles, drainent avec elles de nouvelles questions. Oui, peut-être sur la question de l'anonymat. Vous ne l'avez pas forcément mentionné, mais... toute la question autour des crypto-monnaies anonymes et même si on prend Bitcoin, qui est une crypto-monnaie dite pseudonyme, il y a des réflexions aussi dans le sens d'un anonymat, d'une anonymisation aussi du Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez aussi de tout ça ? Est-ce que c'est... Ouais, je pense que la liberté, l'anonymat est une liberté fondamentale de l'être humain aujourd'hui. J'ai pas envie de savoir ou qu'on sache ce que je dis à mes amis sur mon téléphone. J'ai pas envie non plus qu'on sache où j'habite ou où je vais dîner ce soir. Et donc ça fait partie aussi des droits fondamentaux à mon sens. Et donc savoir dans quoi je dépense mon argent ou ce que j'achète ou ce que je consomme, c'est aussi un truc qui pour moi est très privé. C'est pour ça que je crois pas du tout aux cryptos de gouvernement, par exemple le crypto-yen ou le crypto-dollar, parce que dès lors c'est centralisé. Du coup l'État un registre complet de mes dépenses et de mes services et donc peut du coup agir différemment selon ce que je consomme. Et ça, je ne crois pas à un futur qui va dans ce sens-là. C'est le cas en Chine et c'est assez terrible, mais c'est pas ce que j'espère voir évoluer. Donc en termes de technologie et de stack technologique, on finance plutôt des chances et on supporte plutôt des projets qui vont dans le sens de l'anonymat et de la préservation de la sécurité des données de chacun. Oui, c'est une privatisation de l'anonymat en quelque sorte. Complètement. Et ensuite, un choix délibéré de savoir si on veut le partager ou pas. Et on pourrait aussi imaginer des services, et c'est le cas d'ailleurs, où je pourrais être rémunéré si je donne des infos sur moi. Pour participer à une étude médicale, par exemple, je vais pouvoir être rémunéré quelques centimes, en crypto, en euros, si je dis que j'ai 35 ans ou 36 ans, que j'ai eu cette maladie-là avant, que je mange ça, et donc je donne des infos pour une data qui va être ensuite rémunérable. Mais du coup, je suis payé pour le faire. C'est pas juste Facebook qui les prend, qui les donne et qui les vend sans mon accord. Et il y a des enjeux dans plein de domaines. Vous en avez cité quelques-uns. Il y a de l'assurance crédit aussi. Le montant de l'assurance crédit, quand j'emprunte pour acheter de l'immobilier, ce pourcentage va varier en fonction de mes habitudes alimentaires ou si je fume pas, si je pratique des sports à risque, etc. Ces données-là pourraient être contenues dans un NFT, par exemple, à l'avenir. Forcément toutes, parce que c'est arbitraire. Si je fume ou je fume pas, je peux dire que je mens. Mais par contre, les informations qui vont être, est-ce que je suis un bon payeur ? Est-ce que mes précédents crédits, je les ai payés en temps et en heure ? Si c'est le cas, au bout de quelques années, on va savoir que je suis un bon payeur et donc le collatéral qu'on va me demander pour faire un prêt va être moins élevé, par exemple, ou la garantie, on va dire. Et donc, je vais avoir accès à différents types de services de plus en plus évolués dans les plateformes parce que je serai un bon client, un bon citoyen, un bon user. Merci beaucoup. Voilà, vous nous faites découvrir ce champ. Quelle application pour la sphère privée dans le futur, dans le Web3 et ces NFT, les Soulbound tokens. Qui sont une des solutions potentielles. Peut-être que ce ne sera pas celle qui va gagner, mais elle est poussée par Ethereum et avec beaucoup de développeurs dessus. Donc ce sera une des solutions, je pense, majeures. Voilà. Ensuite, les autres seront interopérables avec les différentes solutions. Et Vitalik Buterin
promet pour la fin de l'année, donc les premiers sur le bond token. C'est ce qu'il a dit il y a quelques semaines, on verra. Mais bon, on verra s'il tient ce calendrier. Et c'est toute la question, voilà, est-ce que l'anonymat est un bien public ou est-ce que l'anonymat appartient à la sphère privée et il faut le privatiser à fond à travers ce type de solutions dans lesquelles vous choisissez en tout cas d'investir. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup. The Shift Capital, Cyril Paglino, Pauline Armandet, notre fil, notre vertical BFM Crypto, et cette newsletter apparaître à 18h, Pauline, dans 1 heure, 3 minutes, 19 secondes. C'est précis. La newsletter gratuite et accessible à tous. Il faut s'abonner quand même et s'inscrire sur notre site BFM Business. C'est facile, hein, Pauline, pour s'abonner. Ah oui, il suffit juste de donner une adresse mail et on s'abonne. Voilà, puis plus tard, ce sera par NFT, mais dans quelques temps. On va rester flou. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à tous les deux. Merci. Bon retour. Notre club BFM Crypto s'achève, mais BFM Bourse vous accompagne jusqu'à 18h, jusqu'à la clôture des marchés, même un peu au-delà. Le CAC 40 actuellement à 38 minutes de la clôture, recule un peu. Moins 0,2%, le CAC 5854 points. On va reparler dans un instant des grands enjeux qui attendent les investisseurs cette semaine. Les premières publications d'entreprises du 3e trimestre, elles vont démarrer. Les publications, notamment aux États-Unis cette semaine. On vous dira ce qu'il faut en attendre, les titres à repérer, à détecter, à essayer de dénicher pour investir avant les autres, trouver ce fameux coup d'avance qui permet en bourse de faire la différence. On sera avec vous dans un instant, donc dans moins de 2 minutes après la pause pour évoquer tout cela. À tout de suite sur BFM Business.